Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là je suis devant une bibliothèque, enfin une partie de ma bibliothèque. Peut-être je pourrais vous faire un bookshelf tour une fois si ça vous intéresse. Dans ma chambre en tout cas j'ai pas tous mes livres parce qu'il y en a une petite partie à Paris. Là c'est Victor Hugo. Ils sont pas tous là, j'en ai d'autres par-ci par-là. Mais en gros, il y a la plupart de mes Victor Hugo. Je les ai pas tous lus, mais c'est un de mes auteurs préférés. Et un des auteurs dont j'ai lu la plus grosse partie de l'œuvre. Donc voilà, je l'ai mis à part parce que j'en ai tout plein. Ça, c'est des livres un peu random que je sais pas où mettre. Genre, il y a des livres illustrés de Disney. Il y a aussi un énorme livre sur Captain America que j'avais reçu pour mes 18 ans parce que Captain America c'est mon super-héros préféré. C'est pas si cliché que ça paraît, mon frère me dit tout le temps que je suis une meuf cliché parce que j'aime Captain America mais non je suis désolée c'est pas cliché. Parce que c'est pas tort. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu la première fois sur la chaîne de deux de mes youtubeuses préférées. C'est Caroline Mary Reid et Amy, enfin Emma de la chaîne Amy. En fait c'est un tag qui s'appelle For the Love of Classics tag, donc pour l'amour des classiques. Et je trouve ce tag super chouette et je me suis pas trop présentée dans la première vidéo. J'ai un peu plongé dans le bain comme ça. Donc je me suis dit que ce serait une manière de me présenter en tant que lectrice. Après si un jour quand vous serez plus nombreux vous voulez qu'on fasse une FAQ plus perso ou sur mes études ou d'autres sujets que juste les livres que j'aime, ça peut tout à fait se faire, y a pas de problème. Mais donc là on va parler de livres. J'ai toutes les questions là. En fait j'avais préparé ce tag en anglais il y a super longtemps et depuis j'ai pas repensé. Je sais pas si j'aurai toutes les réponses du premier coup, faudra peut-être que je les cherche un petit peu mais ça devrait aller. Je pense que j'aurai des idées, enfin j'espère, on verra bien. Alors la première question c'est: donc pourquoi je lis des classiques? Je sais plus si c'est la réponse que j'avais donnée la première fois que j'avais pensé à ce tag, mais en gros je lis beaucoup de classiques d'abord à cause de mes études, parce que je suis en lettres donc il y a une base à avoir en littérature, mais aussi parce que voilà, notre temps de vie est limité, on peut lire qu'une certaine quantité de livres par rapport à tous les livres qui existent. Et les livres qui sont passés dans la postérité comme des classiques, on peut se dire que c'est quand même normalement des bons livres, ou du moins des livres qui nous apprennent quelque chose sur la littérature, et donc qu'on va pas perdre de temps en les lisant. Donc j'ai plus tendance à, je sais c'est un peu snob peut-être, mais j'ai plus tendance à aller vers un classique en me disant je suis sûre que je vais lire quelque chose d'important, que ce soit pour la littérature ou que ce soit pour moi si jamais vraiment ce livre m'intéresse, me touche. Mais voilà, je me dis que c'est sûr et certain que même si le livre me plaît pas à moi personnellement en particulier, j'aurais pas perdu de temps à le lire parce que ça me servira quand je serai prof et parce que c'est un grand livre même si c'est pas un bon livre nécessairement. Et à quelle fréquence je lis les classiques? Comme je disais, plutôt fréquemment, que ce soit des classiques américains, français ou d'un autre pays, anglais aussi. Je pense que je lis au moins 1 ou 2 classiques par mois. Les derniers classiques que j'ai lus c'était Beloved de Toni Morrison et La peau de chagrin de Balzac, voilà. Alors, deuxième question du tag. Quelle est la période, le pays, la culture au sujet desquels vous n'avez pas lu beaucoup de classiques mais que vous aimeriez plus lire? Alors j'ai pas lu énormément de classiques sur le XXe siècle et surtout sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est un sujet un peu dur et j'ai souvent du mal à lire ce genre d'histoire. Enfin par exemple j'ai pas du tout lu Voyage au bout de la nuit, j'ai pas encore lu Les Bienveillantes mais je l'ai. Voilà, il y a plein de livres sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai pas lu. J'ai lu Primo Levi, c'est un homme. Un secret de Philippe Grimbert, on avait lu ça au lycée. Évidemment j'ai lu Matin Brun, ça on l'avait lu au collège. Et puis j'ai dû en lire d'autres, peut-être des recueils de poésie. Après j'ai pas lu les grands romans de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça c'est des livres qu'il faudrait que je lise. Et j'aimerais bien lire aussi plus de livres sur l'Amérique des Amérindiens en fait. Sur la période pré-colonisation de l'Amérique. Et aussi surtout sur la période de la colonisation des Indiens, qui est quelque chose qu'on n'aborde pas énormément en classe. On parle vite fait de la colonisation en seconde en lettres et en quatrième en histoire. Et pourtant il y a vraiment beaucoup de livres qui ont été écrits dessus par des personnes issues
de cette culture et ouais, c'est quelque chose quoi j'aimerais beaucoup plus m'investir. Par exemple, il y a 2 livres que je rêverais de lire, c'est Bury My Heart at Wounded Knee de Dee Brown. C'est un livre qui parle de la bataille de Wounded Knee, où en gros les Indiens ont été complètement massacrés par les Américains. C'est une des dernières grandes batailles, il me semble, entre les Américains et les Indiens. Et puis les livres de Scott Momaday qui ont l'air juste incroyables. On avait fait un commentaire de... je sais plus si c'était la première page, mais ça venait de A House Made of Dawn. En français ça doit être Une maison faite d'aube. On va regarder ça. La maison de l'aube. La maison de l'aube, voilà. De Scott Momaday, ça c'est un livre que j'aimerais bien lire aussi. Alors, la 3e question, c'est un livre moderne dont je pense qu'il devrait être un classique dans 100 ans. Ou qu'il sera un classique dans 100 ans. Comme dit, je lis beaucoup de classiques déjà, donc j'ai pas lu Normal People, j'ai pas lu ce genre de livre que tout le monde a lu et dont tout le monde dit ah ce sera des classiques plus tard, etc. Moi si je devais dire ça, je dirais les livres de Michon, les livres de Christian Bobin, mais est-ce qu'ils sont pas déjà un peu classiques? Ou même le livre que j'ai lu la semaine dernière de Sylvie Germain, je pense que c'est des classiques. Après, parmi les livres populaires en ce moment, si je devais en choisir un dont je pense qu'il deviendra plus ou moins un classique, ce serait The Song of Achilles, le chant d'Achille de Madeline Miller. Même si honnêtement, l'Iliade c'est mieux. Je l'ai lu ce livre, je l'ai vraiment aimé. J'ai juste été déçue par les 50 dernières pages parce que ça résume l'Iliade super vite et ça passe à côté de pas mal de trucs, enfin j'ai trouvé par rapport à l'Iliade. Mais bon, je me doute que Madeline Miller s'est dit que bah, de toute façon les gens qui ont lu l'Iliade connaissent ce qui se passe pendant la guerre de Troie. Et surtout la dernière année de la guerre de Troie, et que c'était pas ça le plus important dans son roman, c'était de construire la relation entre Achille et Patrocle, et que surtout elle peut pas le raconter aussi bien qu'Homère, enfin ou aussi bien que c'est transcrit aujourd'hui comme étant d'Homère. Donc je comprends ce choix narratif d'avoir vachement résumé en 20 pages toute l'intrigue de l'Iliade, mais c'était un peu décevant. Mais par contre niveau style et tout ça, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. D'avoir quelque chose d'aussi bien écrit et qui tient compte des enjeux contemporains de genre, de sexualité, et aussi qui, avec justesse, traduit ce que c'était à l'époque antique, les problèmes de genre et de sexualité, qui étaient d'ailleurs moins un problème qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la relation entre Achille et Patrocle, elle est même pas définie clairement dans l'Iliade, parce que peu importe en fait, qu'ils soient cousins, qu'ils soient amants, qu'ils soient amis, c'est un peu la même chose, et ça allait souvent ensemble dans la Grèce antique, de combattre ensemble et d'avoir des relations érotiques, amicales ensemble pour les guerriers. Donc elle choquait pas la relation d'Achille et Patrocle à l'époque, mais ça devient quelque chose de tout à fait sublime de nos jours quand on montre et on raconte avec le style magnifique et le lyrisme de Madeline Miller, que en fait un des héros qui a forgé l'idée qu'on se fait du mâle dominant, de l'homme viril, de la masculinité toxique qu'on se fait aujourd'hui, et en fait il n'était pas du tout hétérosexuel, et surtout c'était un personnage sensible qui a été terrassé par la colère mais à cause de l'amour. Donc ça déconstruit complètement l'image qu'on a aujourd'hui du héros Achille. C'est un livre qui revient à sa véritable nature au personnage. C'est-à-dire qu'on s'est construit une fausse image du personnage d'Achille, et Madeline Miller, elle a réussi à lui rendre justice et à rappeler quelle était vraiment la nature du personnage d'Achille. Donc pour ça, 5 sur 5, c'est un livre qui m'avait beaucoup touchée, parce que ça m'a rappelé pourquoi je faisais des lettres classiques, pourquoi je m'étais orientée vers ce domaine. Ouais, ça m'a rappelé à quel point je trouvais important de continuer de raconter ces histoires qui résonnent toujours en fait de manière tellement forte avec nos sociétés d'aujourd'hui, alors que on pourrait se dire qu'elles sont complètement dépassées, antiques, archaïques, mais en fait pas du tout. Ce sera un classique de ma bibliothèque à moi, de mes livres à moi que j'ai lus. Après, est-ce que ça sera un classique pour tout le monde? Je ne sais pas.
Peut-être que ça va rentrer quand même encore dans la pop littérature vu le succès qu'il a eu auprès des jeunes. Je sais pas si on peut considérer ça comme un young adult ou pas. J'espère qu'il sera pas considéré comme un livre pour jeunes adultes et que tout le monde le lira. Question 4. Le dernier classique que j'ai lu. Ah ben j'ai un peu déjà répondu à cette question. Alors il y en a un que j'ai pas fini, c'est La peau de chagrin, mais je sais même pas si je vais le finir parce que la première partie était un peu décevante. Peut-être qu'il faudrait que j'écoute le livre audio en faisant autre chose. Mais ouais, la première partie était un peu bof. Donc à voir. Et après, le dernier classique que j'ai lu, c'était Beloved de Toni Morrison. Donc c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une autrice américaine noire qui, dans ses romans, en fait donne une voix à des personnages qui d'habitude sont juste utilisés comme des objets du décor, c'est-à-dire les femmes noires. But I knew that I wanted to read about people like me. People who were black and were young and had lived in the Midwest. And nobody wrote about them. And whenever they did, they were never center stage in a text. They were always toys, background, scenery. Donc voilà, enfin Beloved c'était un énorme chamboulement pour moi, c'était un livre... Enfin je m'attendais pas du tout à ce que j'y ai trouvé, et je m'attendais pas à ce que ce soit écrit comme c'était écrit, à ce que l'intrigue ressemble à ça, à ce que... Enfin c'est un livre qui résonne toujours en moi et auquel je pense souvent. Au niveau du style c'est aussi complètement incroyable, notamment la capacité de Toni Morrison à donner une voix personnelle à chaque personnage, enfin une voix qu'on reconnaît, on sent dans le discours indirect libre qui parle, et ça c'est assez fort je trouve. Et voilà, enfin bref, je l'ai lu en anglais, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que effectivement c'est un peu complexe, et je crois que je l'ai vu dire dans une interview qu'elle voulait que le lecteur soit un peu dérouté tout le temps, qu'il doive constamment se réveiller et être présent à la lecture. Et bon bah c'est ce que ça fait, mais du coup c'est un peu déroutant à lire au début, et oui il faut s'habituer au style, surtout quand on lit en anglais, mais autrement c'était incroyable. Alors question 6. La plus belle couverture d'un livre classique. Ma couverture préférée d'un classique. Je vais aller vous le chercher parce qu'il est juste magique. Voilà, je suis de retour. Alors, je collectionne un peu les belles éditions depuis que je suis à Paris, surtout qu'on peut en trouver des pas très chers. J'ai pas mal de livres maintenant un peu reliés, super beaux, mais qui m'ont coûté genre 3 €, 2 €. Bah je sais pas, celui-là par exemple. Les Gîtes des grands pharaons, ça m'a coûté 1 € ça je crois. Et c'est relié. Voilà, mais donc le livre que je veux vous montrer, c'est un livre que j'ai trouvé dans le grenier de mon grand-père. J'aurais jamais pensé qu'il avait ça. Mais c'est une intégrale des pièces de Molière qui est juste waouh. Et en plus à l'intérieur, il est tout aussi magnifique qu'à l'extérieur. Parce qu'il y a des illustrations qui sont trop belles. Et il y a même des couvertures à chaque livre. Enfin à chaque pièce. Et ouais, c'est trop beau. Bon, il est lourd, hein, ça se lit pas comme ça, c'est le genre de truc qu'on pose dans son lit et qu'on peut pas trop emmener dans le métro pour le lire, mais voilà, il est super beau. J'en ai pas d'autres là, ici, dans ce point-là, mais voilà, c'est ça ma réponse. Alors, 7ème question, des auteurs classiques dont j'aurais aimé qu'ils écrivent plus de livres. Ça c'est une question un peu difficile parce que bon ben un de mes auteurs préférés c'est Victor Hugo, et lui pour le coup il en a presque écrit trop des livres. Mais bon j'ai pas encore lu Les Chants de Maldoror, mais voilà tous ces auteurs, Lautréamont, Alfred Jarry qui sont morts trop jeunes, qui auraient pu vraiment devenir des superstars de la littérature.
C'est toujours dommage de se dire qu'avec leur premier livre, c'était des chefs-d'œuvre comme Les Chants de Maldoror ou Iburois, et que bah, ils n'ont pas eu la chance d'écrire quoi que ce soit d'autre. Après, bon, mon livre préféré, c'est Cyrano de Bergerac, et pour le coup, Edmond Rostand, il a dû écrire 2-3 pièces. Je sais que donc il y a Cyrano et l'Aiglon, qui parlent de comment on a réussi à récupérer les cendres de Napoléon. C'est toute une affaire d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter un jour, mais... voilà, donc je crois que c'est les 2 seules pièces qu'il a écrites, je me trompe peut-être, hein, mais bon, voilà, il a pas non plus écrit 15 000 pièces. Après, est-ce que ça ternirait pas un peu l'éclat de Cyrano dans son œuvre si il avait écrit d'autres pièces aussi géniales? Je ne sais pas. Mais bon, quand on aime un livre, on en veut toujours un peu plus. Donc voilà. Edmond Rostand, Lautréamont, Alfred Jarry. La question 8. Le classique que j'aime le moins. Alors, là je vais fâcher des gens parce que je pense que c'est une... comment on dit, une unpopular opinion, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont aimé ce livre. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière. Après, en y repensant, je pense que c'est un livre intéressant au niveau littéraire. C'est pareil, c'est un livre qui donne la voix principale à une jeune femme, qui est aussi montrée de manière imparfaite, à une époque où les femmes devaient être absolument parfaites, ne pas bouger, obéir, se marier, etc. Alors je sais pas si c'est dû à la traduction que j'en ai lue, mais j'ai trouvé ce livre absolument ennuyeux. Enfin, il y a eu peut-être 5 à 10 pages où je me suis pas sentie lire, mais sinon je regardais le numéro de la page où j'en étais quasiment toutes les 5 minutes quoi, parce que je me disais mais quand est-ce que je vais le finir? Donc voilà, en y repensant, je sais que c'est un livre de littérature important, mais c'est pas un livre qui m'a plu, donc je vais vous faire le reveal. Il y a des coquilles et la traduction est super ennuyeuse, j'ai jamais vu ça. Big reveal, c'est Emma de Jane Austen. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment Jane Austen. Je n'ai lu qu'Emma. Je sais que c'est en fait son livre le plus... Enfin son personnage en tout cas le plus abouti. Donc est-ce que j'ai envie de lire le reste? J'ai pas tellement aimé le personnage d'Emma. Je comprends pourquoi c'est un personnage important pour la littérature proto-féministe et pour la littérature même en général. Mais... elle est un peu chiante quand même. Mais bon, peut-être que c'est parce que je me suis un peu trop reconnue en elle, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'était une catastrophe au niveau du... Pourtant, c'est vraiment agréable de lire dans un livre comme ça, où c'est écrit un peu plus gros, où la couverture est belle, où il y a des petites enluminures par-ci par-là. Mais la traduction était atroce. Donc peut-être qu'un jour, si j'ai du temps, je relirai en anglais. Et j'imagine que ce sera mieux. Mais là, ouais, c'est pas mon préféré, on va dire. Sorry. Alors, question suivante. Mon classique préféré en traduction. Alors, là je vais vous parler, je pense... Qu'est-ce que j'avais sélectionné? J'en avais pas trouvé. Donc là je vais vous parler d'une traduction anglaise d'un texte antique. Et c'est la traduction de l'Iliade par Fagles. Sublime. Sublime. J'ai 4-5 éditions de l'Iliade. Celle-là je l'ai pas sur moi, elle est à Paris. Mais juste magnifique. En fait, les traductions françaises de l'Iliade, souvent... soit elles sont très archaïsantes. Là j'ai la traduction, bah je pense que c'est la traduction de Le Comte de Lille, ouais. Mais du coup bah ça a été traduit au XVIIIe siècle, donc déjà il y a les anciens noms qui n'ont pas été actualisés des personnages, des monstres et tout ça. Bon après ça peut créer une petite ambiance un peu antique, archaïsante, et ce qui peut être sympa. Celui-là est en prose donc ça se lit quand même un peu mieux. Et bon à l'époque c'était des très bons... c'était des très bons traducteurs, ils connaissaient très bien leur grec et leur latin, les écrivains. Donc ça c'est quand même une bonne traduction. Je vous montre l'édition si jamais vous voulez vous l'acheter. Et j'ai aussi la traduction Jean-Louis Bacchès. Bon, il faut pas que je critique trop parce qu'il est prof à la Sorbonne, apparemment. Qui a le mérite d'être très littérale. Donc ça c'est une bonne chose si on veut faire du petit grec dans l'Iliade. En plus elle est en vers, hein, donc comme l'Iliade. Donc c'est très très bien pour les étudiants de grec, je trouve, d'avoir une connaissance précise du vocabulaire utilisé par Homère et de comment le traduire. Mais par contre elle est un peu ennuyeuse. Mais ça c'est un défaut du français, parce que le grec c'est une langue tonique, donc on a une espèce de mélodie. En plus il y a des changements, des variations de notes dans la langue grecque. Donc le grec pour la poésie c'est absolument sublime. Et comme en français, nous on a une poésie métrique,
C'est-à-dire que notre poésie est pas rythmée par des accents mais par des pas, des pieds comme on dit, des syllabes, le nombre de syllabes et voilà comment elles sont prononcées. Ça rend pas du tout pareil. Et par contre, du coup, l'anglais, c'est aussi une langue tonique. Et du coup, j'ai trouvé cette traduction en vers de Fagles absolument magnifique et ça se lisait tout seul. Je le lisais à haute voix et j'étais là, oh c'est beau, c'est beau. Et l'anglais a des mots un peu plus nuancés. Enfin, le vocabulaire anglais est moins riche que le français, mais bizarrement, il y a plus de nuances dans certains mots. Enfin, par exemple, tout le vocabulaire de la colère, de l'acharnement, etc. Je sais pas, mais je trouve que c'est un vocabulaire plus impactant en anglais. Et voilà, donc bref, la traduction de Fagles, si jamais vous lisez bien l'anglais, je vous la recommande 1000 fois. Ensuite, mon classique contemporain préféré, c'est-à-dire après 1900. Si je devais en choisir un, ce serait... Celui auquel j'ai pensé tout de suite, c'était In Cold Blood de Truman Capote. C'est un livre pareil dans lequel je m'attendais pas à trouver ce que j'ai trouvé et qui m'a surpris constamment, et j'ai trouvé super intéressant aussi toute l'histoire autour du livre et comment il a été écrit. Mon chien, mon chien, tu viens dire coucou? T'es un ange. Je suis désolée, l'angle a dû bouger un peu parce que mon chien est couché sur le lit. Donc je disais De sang-froid de Truman Capote. Ouais, c'est vraiment un livre, quand je l'ai lu, qui m'a redonné envie de lire. Et il est controversé ce livre pour plein de raisons. En gros, l'histoire, on suit d'abord dans une première partie une famille américaine de base. Bon, la mère a un peu des troubles mentaux, mais les enfants, c'est les enfants parfaits. Le père, il travaille dur, il a une ferme, etc. C'est vraiment la petite famille américaine à laquelle tous les Américains s'identifient, quoi. Et ils se font sauvagement assassiner par deux personnages qui sont en fait les personnages principaux du livre. Et en fait c'est une histoire vraie, donc ces deux tueurs ont vraiment existé. Dans ce livre, Truman Capote explore les raisons pour lesquelles ils ont commis ce crime, parce qu'en fait ils en ont rien retiré du tout. Ils ont pas pu voler beaucoup d'argent parce qu'il n'y avait pas d'argent dans la maison, c'était pas une vengeance, c'était pas... voilà, il n'y avait pas de motif particulier pour ce crime. Mais il a été commis, et donc qu'est-ce qui a poussé ces deux hommes, ces deux jeunes hommes qui par ailleurs ont du talent, il y en a un qui est musicien et dessinateur, qu'est-ce qui a poussé ces deux hommes à tuer toute une famille? Le mouvement littéraire auquel appartient ce livre, c'est le New Journalism. C'est un mouvement américain qui consiste à écrire des livres comme des journalistes. C'est-à-dire que Truman Capote, quand il a écrit ce livre, il est allé à la rencontre des meurtriers, il a épluché des dossiers de police, judiciaire, il a beaucoup discuté avec les deux meurtriers, les deux coupables, et il a assisté à leur exécution, etc. Et voilà, donc l'histoire est assez fascinante, enfin le contexte d'écriture de ce livre est assez fascinant. C'est difficile à décrire, il faudrait que je le relise pour pouvoir mieux vous en parler, parce que bon, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai lu. Bon, déjà la fin, elle vous laisse sur les fesses. Voilà, donc ça c'est un de mes classiques modernes favoris. Je crois qu'il a été écrit dans les années 60 le livre. À vérifier, je mettrai une petite note si jamais c'est faux, mais... voilà, je crois que c'est les années 60. Question 11. Des endroits liés à la littérature classique où j'aimerais aller, ou que j'aimerais visiter. C'est difficile, hein. Bon, évidemment, j'ai envie d'aller en Grèce un jour, j'y suis pas encore allée. C'est vraiment dans ma bucket list d'aller visiter tous ces endroits dont on a parlé en cours d'histoire, mais aussi dont les livres parlent. Certains des lieux mythiques de l'Iliade et de l'Odyssée, on sait même pas où ils se trouvent, on sait pas s'ils ont existé. Mais... ouais, la Grèce. En vrai, je suis bien dans cette époque, même si elle a ses désavantages. Mais franchement, les époques précédentes étaient tout aussi violentes, mais d'une manière différente, qui me terrorise encore plus. Et comme les classiques se situent habituellement dans une époque antérieure à la nôtre, ça fait pas rêver, je trouve. Après, il doit bien y en avoir qui ont des univers absolument fabuleux, mais là, j'ai pas trop d'idées en fait. Alors ensuite, le premier classique que je recommanderais de lire à un enfant. Alors là il y en a 2. Je voulais chercher parce que j'ai refait les couvertures, elles sont trop belles. C'est 2 de mes livres préférés tout court en fait. Je les ai tous les 2 lus quand j'étais plutôt jeune. Le premier j'ai dû le lire la première fois
Je me rappelle que j'avais fait un exposé dessus en CM2 ou en CE2. Donc quand j'avais 8-10 ans. Et le deuxième, j'ai dû le lire en 6ème ou en 5ème, quelque chose comme ça. Donc le premier dont je vous parlais, c'est Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Ça, c'est la couverture que j'ai fait. Elle est vraiment trop belle. Et le deuxième, c'est Sans famille d'Hector Malot. Je pense que vous connaissez tous cette histoire. Et celle des 4 filles du Docteur March aussi. Pourquoi je recommanderais ces livres à des enfants? Bah tout d'abord parce que les personnages principaux sont des enfants. Et ouais, c'est des histoires qui apprennent un peu la vie, mais qui sont aussi très tendres et qui apprennent à grandir quoi. Et voilà, je trouve que c'est des beaux livres et même en y revenant en étant adulte, on découvre des nouvelles choses sur soi-même, sur le livre. Le style n'est pas très compliqué. Et il y a vraiment des moments marquants dont on se rappelle. C'est des livres nostalgiques parce que, si on les lit quand on a 10 ans, à 30 ans, on va se rappeler des images qu'on a eues quand on les lisait, quand on était petit. Donc voilà, je recommande vraiment ces livres-là à des enfants qui veulent commencer à lire des classiques. Alors, des classiques qui ont un mauvais titre, et comment je les appellerais? Ça, c'est aussi une question un peu difficile. Je suis en train de regarder dans mes livres là-bas. Un titre que j'adore, que je trouve trop stylé, c'est Les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est une biographie, c'est la biographie de Chateaubriand. Enfin, l'autobiographie de Chateaubriand. Mais je trouve que c'est trop stylé, Outre-Tombe, le mot là. Enfin, Les Mémoires d'Outre-Tombe, je trouve que c'est trop beau. Mais c'est pas ça la question. Je l'ai pas encore lu, mais je trouve que Les Travailleurs de la mer, c'est un titre très moche. Et d'après ce que j'en ai entendu, c'est un des livres d'Hugo qui parle le plus et qui va le plus loin dans ce que c'est que la confrontation de l'homme à l'infini, à la nature et à sa propre nature finie toute petite et dérisoire à côté de l'aspect grandiose de l'univers et de la nature. Donc Les Travailleurs de la mer, on se dit ça va se passer dans une usine de bateaux. Je trouve que le titre est un peu moche. Alors après, je sais pas comment je le renommerai parce que je l'ai pas encore lu. Mais ouais, Les Travailleurs de la mer, on va dire ça. Alors ensuite, mon classique préféré, le classique que je recommanderais à tout le monde. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, c'est Cyrano de Bergerac. Vraiment, j'en ai plusieurs copies. Ça, c'est... Là j'ai ma toute première copie, enfin c'est même pas ma première copie, c'est ma deuxième. Ma toute première copie, c'est ma grand-mère qui me l'a achetée, je devais être en 6ème. Elle était à genre 1 €, c'était du papier tout vieux, tout moche. Et ça c'est la copie que j'ai achetée en 4ème pour faire en seconde pour faire un exposé dessus. Voilà, il y a plein de fluo dedans. Bon, j'en ai une plus jolie édition maintenant, elle est à l'autre bout, j'ai un peu la flemme d'aller la chercher. Mais ouais, Cyrano et... je recommande aussi Frankenstein, c'est vraiment trop bien. Et puis c'est un pilier pour la littérature anglaise et américaine qui suit. Donc ouais, Frankenstein et Cyrano. Voilà. Et enfin, on passe à la dernière question, il me semble. Ah oui, bon, qui je tag? Comme je suis toute nouvelle, je me suis pas encore fait trop d'amis sur Booktube. Donc j'ai pas grand monde à taguer. Mais j'aimerais bien voir certains booktubeurs faire ce tag. Par exemple Jack Edwards, mais il verra jamais ma vidéo donc c'est même pas la peine que je le tag. Et Léonie, je sais plus le nom de sa chaîne, je le mettrai là pour que vous puissiez aller voir sa chaîne. Elle fait des vidéos vraiment trop bien, elle c'est une française. Et ouais, elles sont vraiment trop chou ces vidéos. Et je crois qu'elle fait des études de lettres, donc elle a dû en lire une paire de classiques. Donc voilà, j'aimerais bien elle l'avoir faire ce tag. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'étais contente de la faire, c'était genre une vidéo rapide, tranquille, j'étais posée, je parlais de livres avec vous. Vous pouvez répondre à toutes ces questions dans les commentaires si ça vous dit. Comme ça on peut un peu débattre de nos livres préférés, de nos classiques préférés, de ceux qu'on n'aime pas aussi. Hein. Je sais que je vais me faire terrasser par les fans de Jane Austen parce que j'ai dit qu'Emma c'était le classique que j'aime le moins. Oh, il y en a bien d'autres quand même. J'aimerais bien plutôt avoir un classique bien sexiste, homophobe. Enfin, un livre qui mérite en fait vraiment d'être le livre que je déteste le plus. Enfin, le classique que je déteste le plus. Emma, c'est un livre qui m'a pas plu. Enfin, que j'ai pas pris plaisir à lire. Mais c'est pas un livre que je déteste de toute mon âme. Parce que pour tout ce qu'il représente, au contraire, pour ce qu'il représente, j'admire pas mal ce livre. C'est juste que je pense que c'est aussi beaucoup lié à la traduction qui était pas terrible et au travail d'édition. Mais je pense qu'il y a des livres bien pires. Hein.
Mais bon, bref, on va débattre dans les commentaires de tout ça. Si vous avez des idées de livres absolument, de classiques absolument méchants, et absolument, enfin, qui méritent pas d'exister, bah n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, on verra si je les ai lus, si je les connais. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que vous passerez une belle semaine, on se revoit bientôt. Allez, bonne soirée à tous, bye bye.